Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Alors aujourd'hui on aborde un thème qui me tient à cœur et qui a pour but premier de répondre aux interrogations de certains de mes élèves et de mes amis. On s'est déjà tous demandé pourquoi un animal, un objet ou même un insecte portait tel ou tel nom. Et puis on se rend compte que c'est pas forcément important et puis on oublie. Mais comme vous le savez maintenant, moi j'aime pas trop rester avec des questions sans réponse. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble l'origine de certains de ces fameux mots. Et on commence tout de suite avec le banal mais très connu cochon d'Inde. Alors comme tout le monde l'aura deviné, le cochon d'Inde n'est pas un cochon. Et à vrai dire, il ne vient pas d'Inde non plus. Ce nom, c'est celui que lui ont donné les premiers explorateurs espagnols qui l'ont découvert en Amérique du Sud, peu de temps après l'arrivée de Christophe Colomb. En fait, ne sachant pas trop ce que c'était au départ, ils l'ont appelé cochon, puisque ces couinements faisaient allusion au cri du cochon que l'on connaissait bien en Europe. Et comme Christophe Colomb croyait être arrivé en Inde quand il a atteint l'Amérique, un grand nombre d'animaux et de plantes originaires d'Amérique et d'Amérique du Sud se sont appelés d'Inde. Voilà simplement pourquoi on l'appelle le cochon d'Inde. C'est également le cas par exemple pour l'œillet d'Inde, le marron d'Inde ou même simplement la dinde. En Amérique, on appelait plutôt le cochon d'Inde le Kobe. Mais on donnait également ce nom à un autre rongeur, le capybara. C'est un proche parent du cochon d'Inde et c'est aussi le plus gros rongeur du monde. Il peut atteindre près de 60 kilos. Bon, maintenant j'aimerais parler d'un mot d'un contexte un peu moins joyeux mais qui a surtout toujours fait débat. Le croque-mort. Alors non, je vous arrête directement. Le croque-mort ne croque pas le gros orteil des gens pour savoir s'ils sont vraiment morts. Déjà, c'est dégueu de mordre le pied des gens, mais en plus, question respect du défunt, y a mieux. Mais du coup, on se demande, il vient d'où ce mot? Déjà, on sait que le mot apparaît pour la première fois dans l'écrit en 1788. Or, à cette époque, le français familier connaît un autre sens de croquer que celui que l'on connaît tous, c'est-à-dire broyer avec ses dents. Et ce sens parallèle serait faire disparaître quelque chose. Et cette acceptation était déjà tout à fait établie au XVe siècle, comme le prouve ce passage des chroniques de Louis XI, qui dit « Il aperçut sur le bord de la cuve un très beau diamant qu'elle avait haussé de son doigt. Il le croqua si souplement qu'il ne fut d'âme aperçu. » En gros, il a fait disparaître le diamant sans que personne ne le voie. C'est donc dans ce sens de la filouterie et de disparition qu'il faut probablement chercher l'origine du mot. Le croque-mort, qui est chargé de mettre en bière les personnes décédées, oui c'est comme ça qu'on nomme l'action de préparer un défunt lorsqu'on l'installe dans son cercueil, on le met en bière. Le croque-mort donc est simplement la personne qui fait disparaître les morts. Bon, on va arrêter de parler de tout ça pour parler de quelque chose qui est un petit peu plus d'actualité, le tri des déchets. Et on le sait tous maintenant, chaque déchet correspond à sa poubelle spécifique. Mais attends, c'est quoi ce nom, poubelle? Ça vient d'où? Eh bien, aussi improbable que cela puisse paraître aujourd'hui, le mot poubelle vient du nom de famille de celui qui en fut l'inventeur. Monsieur Eugène Poubelle, qui fut le préfet de la Seine à Paris à la toute fin du 19e siècle. C'est en 1883 qu'Eugène prit la décision de contrôler et de diminuer la présence des détritus dans les rues. De fait, les déchets étaient mis dans des récipients qui, par la suite, prirent le nom de poubelle. La planète vous remercie, monsieur. Et on vire tout de suite dans la peur et les légendes urbaines pour parler un peu d'un insecte minuscule, mais qui en effraie plus d'un à cause de son nom. Je parle bien sûr du perce-oreille. Certains auteurs au 19e siècle donnaient comme explication la forme des cerques, ou des pinces du perce-oreille, qui ressemblaient soi-disant à l'époque à celle de la pince à percer les oreilles des bijoutiers. On sait aujourd'hui que c'est impensable pour deux raisons. La première, ce nom populaire est ancien et vient des paysans qui n'avaient aucune raison de connaître la pince des bijoutiers des villes. Le perçage des oreilles était en effet très peu répandu parmi eux. La deuxième, c'est que tout simplement, la fameuse pince des bijoutiers ne ressemble pas du tout à celle du perce-oreille. L'origine exacte du surnom de ce petit insecte est inconnue, mais on pense que le nom de perce-oreille aurait été donné puisqu'on le retrouvait très souvent au cœur des fruits à noyaux très mûrs. Sachant que les quartiers d'abricots et de pêche sont appelés des oreilles, le nom de perce-oreille serait resté. Pour rester un petit peu dans le domaine des insectes, parlons de la belle menthe religieuse. On s'est déjà tous un petit peu demandé pourquoi elle portait ce nom, pas vrai? Pour ceux qui l'ignorent, la menthe religieuse est un insecte carnassier qui peut souvent dévorer son amant après s'être accouplé. En fait, le nom menthe proviendrait du grec et signifierait prophétesse. Quant à l'adjectif religieuse, il aurait été ensuite ajouté par la religion chrétienne en raison de la position particulière que prend le petit insecte lorsqu'il guette une proie. Elle est semblable à une religieuse en prière.
Les mantes religieuses gardent en effet les pattes de devant repliées l'une contre l'autre dans une position presque verticale. Voilà donc pourquoi la mante religieuse porte ce nom. J'aimerais maintenant vous parler de quelque chose que tout le monde connaît et dont le nom est aussi connu de tous. Le jeans. Honnêtement, y a-t-il quelque chose qui évoque mieux l'Amérique que le légendaire jeans denim, dont l'invention est attribuée au très célèbre Levi Strauss, qui a donné son nom à la marque Levi's. Eh bien sachez les amis qu'en réalité, le fameux jeans ne provient pas tout à fait de l'autre bout du monde. Les usines dans lesquelles Strauss faisait fabriquer en masse ses pantalons n'étaient pas situées si loin de chez nous finalement. Elles étaient à Gênes en Italie et à Nîmes en France. Il est très probable que l'origine du mot jeans nous vienne en fait d'une anglicisation de Gênes, la ville d'où provenait la matière première. Le mot Gênes en français devient jeans en anglais. Et j'appelle à votre indulgence pour l'accent, mais le mot denim serait quant à lui la contraction de Nîmes. Alors qu'on parle aujourd'hui souvent de jeans denim, les deux différaient à l'époque par la matière utilisée. Le denim était d'un tissu plus grossier, plus durable et de meilleure qualité que les jeans en velours côtelé fabriqués à Gênes. Celui-ci était porté par les travailleurs du nord de l'Italie dès le XVIIe siècle, bien avant d'être adopté par la scène underground d'après-guerre aux États-Unis qui en fit cet article de mode justement indémodable que l'on connaît tous aujourd'hui. Et s'il a longtemps été impensable de les associer l'un à l'autre, le jeans peut s'allier à une veste plus chic pour décaler. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Christina. Cette fameuse veste que l'on connaît tous sous le nom de smoking. Mais pourquoi smoking? Ça veut dire fumer en anglais, non? En fait, le smoking est une invention qui date de 1860. Il a été développé par le tailleur Henry Poole à Londres sur la commande du prince de Galles. Il faut savoir qu'au 19e siècle, les hommes européens avaient l'habitude de s'enfermer dans des fumoirs après les dîners en société. Le prince de Galles voulait donc une veste courte à mettre au fumoir, pour éviter que ses autres vestes prennent les odeurs de fumée, ce qui dérangeait ces dames. Pour cela, il s'habillait de costumes spéciaux appelés en Angleterre les smoking suits. Ce même mot a été adopté en France pour désigner le costume à fumoir. À partir de 1910, le smoking devient une tenue de soirée chic adoptée par les dandys aux États-Unis et en Angleterre. Eh ben, et toi tu le savais ça? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!